Étienne Klein, vous êtes physicien et philosophe des sciences. Votre pratique du sport comprend des sports qualifiés d'extrêmes, comme l'ultra-trail, c'est-à-dire des courses en milieu naturel sur de très longues distances. En fait, moi, j'ai commencé le sport enfant, comme presque tous les enfants, par le football. J'ai joué jusqu'à l'âge où on était minime à l'époque, je crois que c'est 10 ans. Je courais vite, c'est ce qu'on disait en tout cas, mais je n'avais aucune discipline de la position ou du poste. Bon, et j'ai passé quelques années donc à pratiquer ce sport, puis je suis venu à la natation. Et là, j'ai eu un accident à l'école, on m'a cassé un tympan de façon plus ou moins volontaire, donc j'ai pas pu mettre la tête sous l'eau pendant des années. Et je suis passé à l'athlétisme sur piste. Donc 3 sports dans lesquels il y a des contraintes assez fortes, un lieu particulier, des règles. Et j'en suis venu ensuite à la gymnastique, parce que mes frères en faisaient beaucoup. Et la gymnastique, c'était quand même très contraignant. Il y avait une musique militaire qui accompagnait chaque changement d'appareil. Il y avait des compétitions assez souvent. Et un jour, je suis arrivé à une compétition avec un uniforme qui n'était pas exactement celui qui était exigé. J'avais un Bermuda au lieu d'un short. J'étais disqualifié, de avoir 15 ans, et j'ai arrêté le sport. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des règles aussi arbitraires avait provoqué en moi une réaction d'hostilité radicale. Et je suis revenu au sport bien plus tard, vers l'âge de 22 ans, quand j'étais étudiant, et je me suis mis à courir. Plutôt sur des longues distances. J'ai fait les 20 km de Paris au moment où cette mode commençait d'apparaître. Et je me souviens que le 15e kilomètre, j'étais tellement à l'aise que je m'arrêtais en me disant c'est pas possible, je vais m'effondrer bientôt. Donc je ralentissais, je m'arrêtais même parfois pour être sûr de terminer. C'est comme ça que j'ai pris le virus. Des choses un peu longues, passé par le cross, etc. Et puis finalement par l'alpinisme. C'est-à-dire des sports où il n'y a pas trop de règles, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de terrain artificiel, et où il n'y a pas de solution de repli. C'est-à-dire si on a en alpinisme par exemple, même si on a un souci physique, il faut se débrouiller pour arriver au refuge sans qu'il y ait possibilité d'interrompre le match, comme ça se fait dans beaucoup de sports collectifs. Et le fait d'avoir des sports dans lesquels on s'engage, en fait, on s'engage dans une sorte d'aventure, et non pas dans un jeu, ça m'a toujours plu. D'autant plus que dans les sports, disons, d'endurance, moi je dirais pas d'extrême, parce que c'est simplement de l'endurance, on a la possibilité, quand on n'est pas vraiment un sportif, parce que moi je suis pas vraiment un sportif, je suis pas très costaud, je suis pas... Quand j'étais à l'école, on m'a jamais dit que j'avais un avenir de sportif. Mais quand on choisit des sports d'endurance, comme le vélo, etc., on voit que ça n'est pas vraiment une affaire de corps. En tout cas, ça n'est pas qu'une affaire de corps. Il y a autre chose qui se joue dans le rapport à soi, dans le rapport au temps, dans le rapport à l'effort, à la continuité de l'effort, que je trouve philosophiquement intéressante. Je ne dis pas que c'est la seule explication de cet intérêt pour les sports d'endurance, parce qu'en fait, la vérité, c'est que sans trouver des justifications philosophiques, j'adore ça. C'est-à-dire que moi, j'adore la montagne, enfin, j'adore être en montagne, et donc plus j'y suis longtemps, et mieux ça va. Quand tout va bien, évidemment. Mais je ne pourrais pas m'entraîner en salle, par exemple. J'ai besoin de m'entraîner dans des lieux qui sont inspirants, qui ne sont pas des lieux ordinaires, et c'est le déploiement de l'effort dans un contexte qu'on apprécie et qui parfois peut atteindre au sublime, qui fait l'intérêt de l'opération. Mais c'est pas la performance. L'ultra-trail, c'est tout de même une course dure, c'est une course en milieu naturel et de très longue distance. C'est moi, plus je vieillis et plus je découvre les sports pour lesquels je suis fait. Hein. Je fais tout à l'envers. L'histoire de l'ultra-trail, pour moi, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est comme l'alpinisme. Rien ne me destine à l'alpinisme. Je suis d'une famille qui ne fréquentait pas la montagne. J'ai pas de personne dans ma famille qui a un rapport quelconque avec l'altitude et les exploits qu'on peut y accomplir. Simplement, je me disais, mais à ma portée, il y a la randonnée.
Donc je faisais de la randonnée autour de Chamonix avec des amis. Puis de temps en temps, on voyait des alpinistes qui descendaient du Mont Blanc. Et moi, je les considérais comme des extraterrestres. C'est-à-dire comme des gens qui faisaient des choses qui n'étaient absolument pas dans le champ de mes expériences possibles. Je suis venu à l'Ultra Trail 20 ans plus tard. Par hasard, j'étais à Chamonix, je descends d'une montagne. C'était à la fin août. Et je vois que dans la ville, il y a beaucoup de gens, une sorte d'effervescence un peu électrique. Chez des gens qui sont là et qui visiblement attendent quelque chose. Je ne savais pas quoi, j'avais passé plusieurs jours là-haut. Et j'assiste à l'arrivée de l'Ultra Trail, de la plus longue course, hein, il y a plusieurs courses, mais la plus longue fait 160 km. Et je vois arriver un monsieur de 58 ans, en petite foulée. J'interroge et on me dit, voilà, il a fait 160 km, il a 58 ans, il s'appelle Marco Olmo, et il a gagné la course. Combien de temps a-t-il mis? 21 heures. Quel dénivelé? 9000 mètres. Montée, descente. Et je découvrais qu'à 58 ans, on peut gagner une course de 160 km en 21 heures. Alors ça m'a complètement bouleversé et je me suis inscrit l'année suivante, non pas à la grande course, mais à une plus petite, qui faisait 100 km, la CCC comme on l'appelle. J'ai abandonné, parce que j'avais tellement mal au genou, je me disais que si je continue, j'aurais encore plus mal au genou. Et en fait, j'ai appris dans les éditions ultérieures que on peut avoir mal à cause d'un effort, continuer l'effort et cesser d'avoir mal. Et ça a été une découverte. Quand on ne sait pas cette réalité physiologique, ou psychique d'ailleurs, eh bien, dès qu'il y a un petit problème, on abandonne. Et c'est le fait de savoir que ça peut aller mieux, même quand ça va mal, qui fait que mentalement, on doit se projeter dans des conditions qui sont meilleures que celles qu'on est en train de vivre. Et qu'on peut donc, d'une certaine façon, sans tomber dans la folie, mépriser l'hystérie du corps. C'est-à-dire le corps envoie des signaux qui sont toujours importants à entendre, mais qu'on peut interpréter de façon trompeuse. Et il y a une très belle phrase de Murakami, l'écrivain japonais, qui lui fait des 100 km. Non pas en montagne, il fait des 100 km sur route. Il a cette phrase que je trouve incroyable, il dit « La douleur est obligatoire, la souffrance est optionnelle ». C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de convertir une douleur physique, qui dans ce genre d'épreuve advient toujours à un moment ou à un autre, en une souffrance psychique. Et on peut même tricher avec le langage. Par exemple, en général, on dit « j'ai mal au genou ». Alors que c'est le genou qui a mal. Et donc, si vous dites « mon genou a mal », déjà, vous mettez la douleur à distance et vous l'empêchez de coloniser votre cerveau, parce que si elle fait ce travail de colonisation de la psyché, évidemment, ça va provoquer chez vous un abandon au premier endroit possible. Ouais, du langage aussi, parce que la langue française est une langue qui dit « j'ai mal à la tête », alors que les Espagnols disent que c'est la tête qui a mal. Voilà, mais je pense qu'ils ont raison. Il faut circonscrire la douleur, il faut la localiser, afin d'empêcher qu'on la pense comme globale. Mais je pense que la façon dont nous disons la douleur détermine en partie la façon dont nous réagissons à la douleur. Vous faites également, vous courez, vous faites du vélo, vous avez gravi le Ventoux déjà, je crois. Et vous courez. D'ailleurs, vous avez dit un jour que vous courez pour vous recentrer. Non, ce mot de recentrer. J'ai dit ça où, je ne sais pas. Peu importe, mais ce mot de recentrer est intéressant parce que quel est votre centre de gravité? Pour Saint-Augustin, c'est Dieu le centre de gravité. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous entendez, par exemple, Je veux dire par là que l'effort non intense, mais prolongé, est une expérience qui ne vous laisse pas invariant par translation. C'est-à-dire que vous pouvez revenir à votre point de départ, mais il s'est passé en vous quelque chose, dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres. C'est peut-être des processus chimiques, simplement, qui font que même si vous revenez à l'endroit d'où vous êtes parti, vous n'êtes pas dans l'état où vous êtes parti. Et qu'il y a une sorte d'expérience de méditation. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Beaucoup de gens disent quand ils courent, ils s'ennuient parce qu'ils sont en train de penser qu'ils courent. Mais quand on n'est pas tenu par des impératifs de performance, moi je cours sans chronomètre,
je cours à l'instinct. Eh bien, on peut courir sans penser qu'on est en train de courir, comme si c'était une activité périphérique par rapport à soi. Et du coup, le soi se recentre et on peut avoir des idées qui viennent. Par exemple, à l'époque où j'écrivais, je devais écrire chaque semaine une chronique pour France Culture. Ben, j'avais que le samedi pour faire ce travail d'écriture. En général, j'avais pas d'idée. Je savais pas quoi dire. Et en fait, je savais très bien, je ne stressais pas parce que je savais qu'en allant courir 1 heure, je reviendrais avec l'idée. Et l'idée ne venait pas d'un travail sur moi, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire, ça venait tout seul. Je ne sais pas par quelle opération. C'est le sens des philosophes péripatéticiens. Hein. Ouais, c'est ça. Sauf que Aristote qui marchait. Ouais. Alors avec la marche, peut-être que ça marche, si j'ose dire. Mais comme chez Aristote, oui. Ouais, peut-être. Mais moi, bon, tant que j'ai pas trop d'arthrose, je cours. Le sport comprend le jeu, c'est une des dimensions du sport, même si le sport ne se réduit pas au jeu. Quelle définition donneriez-vous du jeu ? Ben justement, pour moi, les sports qui sont des jeux m'intéressent très peu. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais les sports avec arbitre, avec règles, avec tribune, j'ai un peu de mal. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les activités physiques qui me plaisent sont celles qui ne sont pas des jeux. Même si elles sont gratuites, hein, graver une montagne, on peut dire que c'est une sorte de jeu avec les conditions météo, avec l'altitude, avec la technique, avec le rocher. Mais moi je ne vis pas ça comme un jeu, mais plutôt comme une aventure dans laquelle on met son petit soi en vis-à-vis de choses qui nous dépassent. Et si c'est simplement la compétition, la victoire, comme on dit, avec un vocabulaire qui est parfois presque militaire, je décroche. Mais le jeu, c'est pas simplement la compétition. Le jeu, c'est une activité non productive et réglée. D'accord, mais moi j'aime bien voir quand je suis spectateur, hein, sur les visages des sportifs, la marque d'une transfiguration qui vient soit de l'épuisement, soit du fait qu'on est allé au bout de quelque chose, au-delà de soi-même. Enfin, j'aime bien sentir ça sur les visages. Et d'ailleurs, ce qui m'avait fasciné quand j'avais vu l'arrivée de l'Ultra Trail la première fois, c'était ça. C'était les gens arrivent, évidemment, alors ils n'arrivent pas comme un peloton. Hein, et entre le premier Marco Olmo et le second, le deuxième, il y avait 1h30. Puis après, il y en a un troisième, et puis on attend 20 minutes, etc. Et puis on voit arriver des gens qui ont mis 48 heures. Et à chaque fois, les visages sont sublimés. Je dirais même sublimes. Les gens portent dans leur visage, dans leurs expressions, dans leur fatigue, en même temps une forme de rayonnement qu'aucune autre activité humaine ne peut produire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il y a quelque chose qui se passe et qui rend ces sports-là, ces activités-là, proche de l'extase, là. Proche de l'extase. Enfin, d'une forme de sorte d'exploit presque mystique. C'est ça qui fait pleurer les gens, quand même. Hein. Pourquoi les gens pleurent à l'arrivée ? Parce qu'on assiste à quelque chose qui porte l'individu au-delà de ce qu'il croyait être ses limites. Hein. Et c'est ça qui est chouette, c'est que quelqu'un comme moi, bâti comme je suis, ne devrait pas pouvoir faire des courses comme ça. Et pourtant, je les fais quand même. Donc voilà, je fais des trucs que je ne devrais pas faire. C'est comme si j'étais transgressif par rapport à mes capacités naturelles, si je veux dire. Vous êtes philosophe, donc vous avez lu tout Spinoza. Tout, bien sûr. Mais dans l'éthique, il y a ce texte que je trouve absolument génial de Spinoza, qui s'intitule « Que peut le corps ?» Et pour s'opposer à Descartes et au dualisme, il dit on ne sait pas, parce que le couplage entre... il appelle ça l'esprit, mais on pourrait appeler ça le mental, et le corps est complètement inconnu. Les somnambules font des trucs qu'on a du mal à comprendre, et donc on ne sait pas ce que peut faire un corps donné. Et Deleuze, commentant ce texte, dit « Ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. » Autrement dit, je peux faire des choses que mon corps ne peut pas faire. Et ça, pour moi, c'est la clé de l'affaire.
Et en 2012, pour la première fois, les Jeux paralympiques ont été diffusés intégralement comme sont les Jeux olympiques. Et moi, je me souviens, j'avais regardé ça, c'était à Londres, en étant, c'est rare, hein, incapable de me détacher de l'écran. Parce qu'on voit ce que font ces gens qui ont ce qu'on appelle des handicaps, mais qui font toutes sortes de choses que leur handicap ne devrait pas leur permettre de faire. Par exemple, je me souviens d'un sauteur en hauteur qui était unijambiste. Il avait la jambe coupée là, vraiment au plus haut, donc aucune prothèse possible. Et il demande à ce qu'on mette la barre à 1,76 m. Bon, le nombre de bipèdes qui sont capables de sauter à 1,76 m est quand même en proportion assez faible. Et lui, il arrive avec ses béquilles, il se met presque sous la barre, la regarde, il lâche les béquilles, il regarde la barre avec une sorte de haine, de défi dans le regard, il se donne des claques, etc. Et sans faire d'appel, hein, parce qu'il n'a qu'une jambe, il saute 1,76 m en roulé comme ça. Il saute quasiment sa taille en étant unijambiste. Ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. Et ça, on peut revenir. Tout à l'heure, vous avez dit que vous dérangez un peu la manière que la langue française a d'être dualiste, d'une certaine manière. J'ai mal au genou. D'autres langues ne le sont pas. En fait, vous êtes résolument moniste. La distinction du corps et de l'esprit, ou de l'âme et du corps, pour parler comme les Grecs, par exemple, est-ce que pour vous, c'est quoi? C'est une pure fiction? Moi, je suis d'accord avec vous, sauf que je préciserai que c'est à temps partiel et de façon non cohérente. Si vous prenez une course que j'ai faite qui s'appelle la TDS, qui est une des 3 courses de l'Ultra Trail, ça fait 122 km, c'est une course assez technique. Il y a des passages la nuit, parce que pour des gens comme moi, c'est 30 heures de course, donc la nuit, on est dans un passage un peu délicat, où il y a des cordes fixes, etc. Mais dans cette course, moi je dirais qu'il y a philosophiquement 2 phases. Il y a une première phase qui est moniste, qui est en fait spinoziste, c'est-à-dire il y a le corps et l'esprit qui sont en symbiose et ils sont dans le même projet, et tout ça va de pair, si j'ose dire. Et puis les kilomètres et les dénivelés s'accumulant, au bout de, je sais pas, ça dépend évidemment, mais au bout d'une quinzaine d'heures, il y a quand même un peu de fatigue qui se fait sentir. Et là, on sent une dissociation. On sent une dissociation entre, disons, l'esprit et le corps. On devient dualiste. Et c'est pour ça qu'il faut une sorte de préparation mentale, en fait. Parce qu'en gros, le corps qu'on ne comprend plus, il ne sait pas dans quel projet on l'entraîne. Et il faut lui dire, mais tu sais pas où on va, mais fais-moi confiance, suis-moi, etc. Si tu m'aimes, suis-moi. Voilà ce qu'on dit au corps. C'est l'esprit qui se détache et qui parle au corps comme s'il lui était extérieur. Il faut chasser l'idée de l'abandon au sens où il faut se barricader le cerveau pour que l'idée de l'abandon n'entre jamais. Parce que si elle entre, c'est fichu. Il y aura toujours une occasion plus tard. On a froid, on a faim, on a mal, on est fatigué, où cette idée va devenir impérative et va conduire à l'abandon. Et donc il faut trouver des stratagèmes pour que l'idée n'entre jamais. Mais le dualisme ici est peut-être une sorte de la faille. Hein. Au fond, être bien préparé, n'est-ce pas, être capable de tenir cette attitude moniste jusqu'au bout. Ouais, mais je crois que ça marche pas parce que les gens, moi je vois des gens hyper préparés. Moi je me prépare très mal. Je me prépare au dernier moment, au mois d'août. Je ne suis pas abonné à des revues qui expliquent les régimes qu'il faut suivre tout au long de l'année, les entraînements. Non, je fais ça à l'instinct. Mais je vois autour de moi des gens qui sont bigorexiques, hein, qui sont dans une espèce de monomanie de l'entraînement, presque de l'approche scientifique de la chose. Et ils sont hyper préparés. Mais je suis pas sûr qu'ils soient mieux préparés aux incidents. Au contraire, tout incident devient un problème. Alors que quand on est mal préparé, comme moi, on sait que les problèmes sont inévitables et que, en fait, il faut se préparer à les surmonter, quoi. Mais si vous voulez, je veux pas paraître comme quelqu'un qui maîtrise son sujet. Moi, je suis vraiment amateur.
J'ai fait la TDS en 29 heures, c'est quand même pas terrible. Il y a des gens qui la font en 15 heures. Simplement, j'ai un grand plaisir à la faire. L'amateur, c'est celui qui aime. Oui, moi j'aime. Moi j'aime ça. Pour revenir à la phrase de Spinoza, dire que le corps pense, bon, comme ça, c'est un propos, une thèse qui est pleine de provocation et de radicalité. Mais ça veut dire que, par exemple, que le corps anticipe, que la conscience accompagne ou suit. Vous avez fait des expériences de cet ordre? Est-ce que vous pourriez illustrer, par exemple, cette thèse de Spinoza en dehors d'un contexte trop étroitement philosophique? En tout cas, moi, je pense que quand un corps ne produit ce genre d'effort qu'une fois par an, comme le mien, évidemment, il manifeste des symptômes qui disent sa surprise. Genre, tu ne nous avais pas habitué à ça, parce que moi je m'entraîne dans l'année, je fais du vélo, mais c'est des petites sorties de 2 heures, les footings c'est 1 heure, je fais pas du tout de trucs d'entraînement importants. Et donc le corps il est surpris, mais en même temps je pense qu'il garde la trace qu'il a déjà fait ça 1 an plus tôt. Donc, et moi j'observe que le corps pense en effet, dans la mesure où il produit des choses qui rétroagissent aux effets produits par l'effort. Par exemple, je suis sûr que, d'ailleurs les médecins l'ont montré, le corps produit des analgésiques. On peut avoir mal, puis ne plus avoir mal. Et donc par effet tunnel, on peut passer d'un sentiment d'épuisement à un sentiment de pétulance. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est peut-être ça qu'on pourrait appeler la résurrection du corps. Hein. Une sorte de résurrection. On peut ressusciter, ça c'est une expérience incroyable. Quand vous êtes dans une montée, là, 2000 mètres de dénivelé, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, là, on voit pas le bout, parce que 2000 mètres de dénivelé d'un coup, c'est rare en montagne. Hein. Et là, on n'en voit pas le bout et on se dit, mais je vais mourir. Et puis en fait, non, une fois passé le col, on reprend un souffle normal, une forme d'énergie. On ne sait pas d'où elle vient, parce que normalement l'énergie ne peut que baisser. Maintenant, on peut gagner de l'énergie à partir de rien. Enfin, et le cerveau produit également des substances hallucinogènes. La nuit, notamment, on voit des trucs, on assiste à des spectacles qui sont des hallucinations. C'est peut-être une manifestation de processus chimiques qui ne sont pas déclenchés dans les régimes normaux de la vie du corps. Mais vous savez, il y a une étude qui a été faite par des médecins qui montre que finalement les taux d'abandon dans ces courses sont pas corrélés à la distance. On devrait imaginer que sur des courses aussi longues, il y a un taux d'abandon qui soit beaucoup plus élevé que sur les marathons, par exemple. Et en fait, non. Ils ont vu aussi que les gens qui abandonnent ne sont pas les gens les plus mal portants quand ils abandonnent. Il y a des gens qui terminent en état physique bien plus dégradé que ceux qui abandonnent. Et donc, ce qui fait qu'on abandonne, c'est rarement un problème physique. Enfin, si, c'est parfois un problème physique, il ne faut pas exagérer. Mais souvent, c'est que on finit par perdre la conscience du sens de l'aventure dans laquelle on est. Ça ne fait plus sens. Du coup, les forces tombent. Tant que ça fait sens, les forces sont là. Et donc la pensée, elle doit être suffisamment active pour maintenir l'idée du sens. Et d'autre part, moi, je pense qu'on peut aussi expliquer le fait que le taux d'abandon ne soit pas aussi grand qu'on pourrait l'imaginer, même quand les conditions météo sont très dures. Il y a eu plusieurs éditions avec des conditions quasi hivernales au mois d'août, hein, de la neige, du froid, etc. C'est que c'est un effort assez naturel. Je pense que quand Néandertal allait chasser, mais il n'avait pas grand-chose dans le ventre. Il faisait un effort physique très long pendant plusieurs jours. Et voilà, c'était une condition de la survie. Alors que des sports plus traumatisants comme le football, le tennis, qui jouent beaucoup avec des gestes qui ne sont pas des gestes naturels dans la marche, sont peut-être moins bénéfiques, entre guillemets, pour le corps que ces sports de très grande endurance, quoi. Michel Serres, vous partagez ensemble le goût pour la montagne. Donne l'exemple, par exemple, du corps qui trouve la prise avant même qu'on ait conscience de cela. Donc il y a l'anticipation, c'est peut-être quelque chose dont on fait l'expérience, contre d'ailleurs les thèses dualistes les plus fixées. Quand vous prenez l'exemple de l'escalade, j'ai un peu pratiqué aussi, par les alpinistes, il y a toujours des parois
qui réclament une technique de varap à un endroit ou un autre de l'ascension. Bon, évidemment, quand on le fait à mon niveau, tout est tracé, mais il faut se mettre à la place de ceux qui doivent découvrir la voie. C'est comme une démonstration mathématique. Tant que vous n'avez pas le résultat, vous devez chercher. Il y a de grandes similitudes entre le processus de recherche en mathématiques et le processus de la varap. D'ailleurs, il y a beaucoup de mathématiciens qui font la montagne, peut-être pour ces raisons-là. C'est qu'une fois qu'on a trouvé le passage, il devient facile, mais tant qu'on ne l'a pas trouvé, il est un problème, quoi. Et donc, il faut inventer quelque chose, il faut inventer un itinéraire, il faut apprendre à dépasser les obstacles, comme on le fait dans la recherche mathématique, mais aussi physique. Moi, je suis frappé par le fait que... Bon, c'est simplement un fait, maintenant il faut l'interpréter, c'est quand vous regardez les pères fondateurs de la physique quantique, donc dans les années 20, Heisenberg, Dirac, Schrödinger, Einstein quand il était plus jeune, sont des gens qui tous pratiquaient la montagne, Fermi en Italie, etc. La montagne à assez haut niveau. Et donc la question que je me pose, c'est que est-ce que c'était la mode de l'époque? Est-ce que c'était un effet de leur culture? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de relation cachée entre la pratique de la physique théorique et l'alpinisme? Donc on pourrait inverser la question et se demander, est-ce que la physique quantique serait née si l'Europe avait été plate, sans relief? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces montagnes. Fermi testait ses futurs recrues en les emmenant dans les Abruzzes ou d'autres montagnes italiennes. Il leur posait des questions, il leur faisait subir des tests psychologiques, il vérifiait leur compatibilité d'humeur, etc. Donc la montagne était une sorte de laboratoire. Et Einstein a écrit des textes assez jolis en montrant que l'édification d'une nouvelle théorie physique, comme il l'avait fait pour la relativité par exemple, ressemble à une randonnée en montagne. C'est-à-dire que on part d'un endroit, on arrive à un autre endroit depuis lequel on continue à voir l'endroit d'où on est parti, mais le point de vue a complètement changé, la lecture de la topographie est bouleversée, et là, de nouvelles idées peuvent surgir. Et c'est ce qu'il a pratiqué lui-même. C'était pas un grand sportif, Einstein. Mais il a quand même inventé un truc qui a à voir avec le sport, si on peut dire, en tout cas avec le corps. C'est qu'Einstein a inventé des expériences de pensée dans lesquelles il met en scène son propre corps. Il imagine son corps dans des situations que nous pouvons imaginer, mais que nous ne pouvons pas réaliser. Par exemple, à 15 ans, c'est quand il s'imagine à cheval sur un rayon de lumière. Donc, je suis à cheval sur un rayon de lumière, sauf que je suis dans la position d'un surfeur sur une vague, puisque la lumière est faite d'ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que je vois? Je vois une onde qui ne bouge pas, puisque je suis à cheval sur elle et que j'avance avec elle. Un surfeur, il voit la vague qui est devant lui, et elle ne bouge pas par rapport à lui, ni celle qui est derrière lui. Donc, je vois des ondes immobiles, des ondes stationnaires, comme on dit. Or, il a 15 ans, et il sait déjà qu'il n'y a pas de solution des équations de Maxwell de l'électromagnétisme qui correspondent à des ondes stationnaires. Donc, il met son corps dans une situation qu'il peut imaginer et dont la physique lui dit qu'elle n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et un peu plus tard, quand il a quel âge? En 1907, il a 28 ans. Il fait une expérience décisive dont il dira qu'elle sera la plus heureuse de sa vie. Ça va le mener à une nouvelle théorie de la gravitation. Il imagine que son corps est en chute libre. Et il comprend que si son corps est en chute libre, il ne sent pas son poids. Parce que quand vous tombez, évidemment c'est sous l'effet de votre poids. Mais comme tous les corps tombent à la même vitesse, comme l'a montré Galilée, si je sors mon portefeuille de ma veste alors que je suis en train de tomber, je le lâche, et par rapport à moi, il ne tombe pas puisqu'il tombe comme moi. Donc la cause de ma chute est la gravité, mais l'effet produit par cette cause qui est ma chute annule la cause qui me fait chuter. C'est pas clair. Et il va énoncer le principe d'équivalence qui va le mener... Bon bref, après ça devient de la physique, je ne vais pas en parler, mais ça l'amène à la relativité générale 8 ans plus tard, qui est une nouvelle théorie de la gravitation, qui est directement née de cette expérience corporelle qu'Einstein a imaginée à partir d'une lecture des équations de Newton. Et même avant la physique quantique, Pascal est bien allé en haut du Puy de Dôme pour vérifier ce qui est un effort la théorie non négligeable, absolument. Oui. Oui.
Non, alors après, il y a la montagne comme lieu d'expérience. Pour les rayonnements cosmiques, pour des mesures de pression, pour toutes sortes de mesures topographiques. D'ailleurs, les premiers conquérants du Mont Blanc, Saussure et autres, ont monté des laboratoires. Il y a eu le laboratoire des cosmiques à Chamonix, qui a servi à beaucoup de choses. Et donc, il y avait l'idée que plus on allait haut, et plus, finalement, on se rapprochait de la vérité. Et le drame de la physique, vous savez, c'est que avant, on grimpait sur les montagnes pour détecter les rayonnements cosmiques, puisque plus on est haut et plus l'intensité de ce rayonnement est importante. Donc il fallait grimper. Et aujourd'hui, on fait des expériences de précision qui réclament qu'on se protège du rayonnement cosmique. Et donc, on va dans des grottes, comme au Grand Sasso en Italie, à Modane, où il y a 1000 mètres de roche au-dessus de la grotte qui absorbent le rayonnement cosmique, de sorte que dans la grotte où on est, il n'y a plus de rayonnement parasite, et on peut faire des mesures sans bruit de fond, quoi. C'est une progression dans la précision et une régression dans l'existence des physiciens. Dans le livre que vous avez écrit avec Johnny Wilkinson, le rugbyman, qui a été bouleversé, dit-il, par la physique quantique, vous avez défini le sport de haut niveau comme le pari qu'on peut démontrer l'impossibilité de l'impossible par le réel. Oui. Alors que la physique, au contraire, il s'agirait d'expliquer le réel par l'impossible. Oui, ben, en fait, l'idée, c'était de croiser le regard d'un physicien passionné par une discipline, par un pratiquant de cette discipline, professionnel passionné par la physique. Et donc, s'agissant de Wilkinson, passionné par la physique quantique, et rugbyman, l'idée, c'était de mettre en face de lui Albert Fert, prix Nobel de physique, qui a joué comme international de rugby quand il était jeune, élève à l'école normale. Et donc, il avait accepté, puis il a eu un empêchement, et on m'a proposé de le remplacer, alors que je n'ai jamais joué au rugby, je ne pourrais jamais jouer au rugby, j'ai trop peur des chocs. Bon. Donc, j'ai eu des cours accélérés à propos des règles du rugby. Et ce qui m'avait inspiré cette remarque, c'est que, moi j'aime bien dire, en citant Alexandre Coiré, que le pari de la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. C'est-à-dire que les lois physiques, en fait, contredisent l'observation. En tout cas, obligent à la réinterroger, à la réinterpréter. L'observation nous montre que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. La loi de la chute des corps nous dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc la loi contredit l'observation et oblige à faire la part des choses entre ce qui revient à la gravité, qui elle fait tomber tous les corps à la même vitesse, et ce qui revient à d'autres forces, résistance de l'air, poussée d'Archimède, qui sont responsables de la différence observée de chute entre les corps lourds et les corps légers. Et donc les lois physiques sont des lois dont l'énoncé, lorsqu'on l'entend pour la première fois, semble impossible. Et les sportifs de haut niveau, il démontre l'impossibilité de l'impossible par le réel. C'est-à-dire, on pourrait dire finalement, escalader la face sud de l'Annapurna en 29 heures, c'est impossible. On voit le dénivelé, on voit le parcours. Et puis un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Ulrich Teck, il monte l'Annapurna face sud en 29 heures. Donc il a montré, par le réel, que cet impossible supposé ne l'était pas. Et du coup, ça fait que le sport, défini ainsi, devient l'image renversée de la physique. Vous venez de parler d'Alexandre Coiré, qui parlait du passage d'un monde clos à un univers infini. Le progrès, c'est aussi le passage d'une conception de l'homme antique, médiévale, l'homme qui devait accomplir ses virtualités, à l'idée d'un dépassement de soi. Alors, justement, moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse appliquer la notion de progrès au sport. C'est-à-dire que, évidemment, si on regarde les performances, le temps qu'il faut pour parcourir 100 mètres, on voit que ce temps décroît, donc il y a une augmentation des performances. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui battrait le record du monde produirait un dépassement lui-même plus important que celui qui est passé sous la barre des 10 secondes il y a quelques décennies? Comment le savoir? Comment le mesurer? Si on prend l'alpinisme, par exemple, est-ce que on peut dire qu'il y a un progrès? Évidemment, il y a un progrès dans les techniques, dans la maîtrise des courses qu'on peut envisager, dans la rapidité, bon, bref. Mais est-ce qu'on pourra jamais faire mieux que Lachenal et Terray
quand ils font la phase nord des Grandes Jorasses. Je suis pas sûr. D'ailleurs, j'avais vu un film en Suisse, à la télévision suisse romande, de 2 jeunes guides de Zermatt qui partaient faire la face nord de l'Eiger, qu'ils connaissent par cœur, enfin par cœur, ils les connaissent très bien, ils y emmènent des clients régulièrement, mais ils ont voulu la faire avec le matériel de la première cordée qui a réussi cette ascension, avec les 4 Allemands et Autrichiens qui ont eu d'ailleurs la mauvaise idée de mettre le drapeau nazi au sommet après l'ascension, mais ils avaient leur matériel, voilà. Et ben, ils en ont drôlement bavé. Pas de pointe avant au crampon, des piolets qui pèsent 15 kilos et qui ne sont pas du tout adaptés. Ils ont réussi, mais très difficilement. Et à la fin de leur expérience, ils disaient que eux étaient débarrassés du souci de trouver la voie. Mais que si ils avaient dû avoir ce souci en tête, ils n'y seraient jamais arrivés. Alors qu'ils étaient des professionnels de la montagne. Donc, comment mesurer un éventuel progrès dans ce secteur-là ? Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Et par exemple, comparer les performances des amateurs d'autrefois aux performances des professionnels d'aujourd'hui, est-ce que c'est équitable ? Est-ce qu'un amateur des années 20, Ladoumec par exemple, était moins méritant, en retrait par rapport aux performances aujourd'hui quand on les mesure à partir de ce nouveau critère ? Je sais pas. Enfin, la manière dont les Grecs, par exemple, concevaient les exercices physiques, le marathon, ça n'était pas dans la perspective d'un dépassement de soi, mais d'un accomplissement de soi. Je veux dire, c'est la conception d'Aristote, ce qui est en puissance et en acte. Ouais. Donc, réaliser son être, de tendre vers sa finalité. Est-ce qu'il n'y a pas dans la pensée moderne, à la mesure de cet infini qui s'ouvre, à la fois l'univers et pour l'homme, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ouverture vers la performance comme logique implicite ? En tout cas, quand on fait une course comme l'Ultra Trail, alors qu'on n'est pas préparé, on n'est pas prédestiné à faire ça, on a l'impression, en l'ayant fait, d'avoir découvert une dimension de son être. Ça, c'est une sorte de sentiment assez fort, qui d'ailleurs est, à mon avis, une des clés du succès de l'affaire. C'est-à-dire le fait qu'il y a un tel engouement, c'est que les gens ont envie d'être responsables d'une performance, en guillemets, qu'ils accomplissent, et qui vient simplement d'eux-mêmes. On échappe à toutes les injonctions de la société, du chef, de la hiérarchie, du travail. On fait quelque chose dont on est intégralement responsable. Ce qui d'ailleurs produit pendant la course un sentiment tout à fait bizarre. C'est alors même qu'on est en train de vivre une expérience très contraignante, au sens où c'est la montagne, il ne faut pas oublier de se nourrir. Parfois, l'estomac, au bout de 16 heures, ça ne marche plus très bien. Il faut boire, il y a le froid, etc. C'est un milieu, c'est une expérience où les contraintes sont très nombreuses, et pourtant, on se sent parfaitement libre. Moi, pas de téléphone, on ne va pas te déranger. C'est une expérience où moi, personnellement, je me sens absolument libre. C'est paradoxal. Et en effet, on pourrait dire que dans cette aventure, on atteint son être. Mais je crois qu'il faut être prudent, parce que le risque apparaît de se définir par ça. Et de se définir comme finisher de l'Ultra Trail. C'est ma définition ontologique. Et non, on a fini un Ultra Trail, on l'a fait. Ça n'est vrai qu'au moment où on le fait, c'est pas une définition de l'être. Et donc c'est pas parce qu'on a découvert une dimension inconnue de soi que le fait de l'avoir dépassé constitue votre définition. La conception moderne du progrès, elle fait intervenir aussi la rencontre de la science qui cherche les causes, de la technique qui cherche les effets, l'efficacité, et tout ça dans une perspective émancipatrice. Donc est-ce qu'on ne retrouve pas cette idée d'émancipation dans le sport, par exemple ? Cette idée de libérer des possibilités, insoupçonnées, ouvrir des possibilités. On conquiert des nouveaux territoires, on va dans des endroits où on ne pensait pas pouvoir aller, en termes de performance, par exemple. Et en même temps, j'ai l'impression que la vie de certains sportifs de haut niveau est un enfermement. Mais en même temps qu'une déresponsabilisation, on est déconnecté de la vie sociale, on est pris en charge. Et l'entraînement lui-même, je l'imagine plus ou moins agréable. Enfin, faire des longueurs de piscine, par exemple, sans pouvoir parler,
sorte d'isolement, quoi. Ça dure, je crois, plusieurs heures par jour, dans l'eau. Non, mais c'est Pas pour important tout le monde. de mettre en parallèle à la fois un projet émancipateur, qui est le sport dans son idéologie, d'abord anglo-saxonne, est associé à ça. Moi, je pense qu'il est plutôt régi aujourd'hui sur le mode, non pas du projet ou du progrès, mais de l'innovation. C'est-à-dire, moi, je suis frappé par un truc qui vous a certainement pas échappé, c'est la disparition récente dans les discours publics du mot progrès, justement. Ça a été mesuré pendant la campagne présidentielle de 2007. Tous les candidats ont utilisé le mot progrès dans leur discours, évidemment à un rythme variable et dans des contextes variables. Et puis en 2012, plus aucun. Le mot progrès a disparu. Il est remplacé par le mot innovation. Et c'est pas un synonyme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on abandonne l'idée de progrès pour la remplacer par l'idée d'innovation? L'innovation, elle est là pour corriger le présent, alors que l'idée de progrès est là pour construire un futur qu'on a configuré. Quel est le projet associé au sport de haut niveau? Et puis il y a une différence d'échelle temporelle. L'innovation est dans le temps court, le progrès dans le temps long. Elle est darwinienne, alors que le progrès s'appuie plutôt sur une évolution qui est dirigée. On est dans des registres assez différents. Et l'innovation, elle s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, un peu comme chez Bacon. Le temps abîme les choses, il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. Alors que le progrès s'appuie sur l'idée d'un temps qui construit. Il construit un avenir qui est complice de notre liberté, dans la condition qu'on travaille un peu. C'est vraiment des registres très différents. Donc, la question est à quel futur configuré, désiré, voulons-nous rattacher la dimension du sport? Est-ce qu'il s'agit de fabriquer des postes humains, des gens qui transcendent la condition humaine, en fait, par des exploits qui nous paraissent en dehors du domaine du possible, finalement? Ou est-ce que c'est l'épanouissement du corps? Est-ce que c'est la bonne santé? Enfin, j'ai pas bien compris de ça. Ou est-ce que c'est la fierté nationale? Enfin, le progrès était inséparable aussi des grands récits. Bon, et l'effondrement des grands récits a peut-être laissé la place à l'innovation, c'est-à-dire quoi? Au diktat de la technique à court terme, peut-être. D'ailleurs, c'est très, très bizarre que ça, peut-être vous avez réfléchi à ça, c'est le fait qu'il y a un domaine où le dopage est interdit, c'est le sport. Alors que dans toutes les autres sphères de la société, il est en fait encouragé. On n'est pas choqué qu'un homme politique prenne un bêta-bloquant avant un débat important, etc. Les étudiants se dopent avant les examens. Tout ça est considéré comme normal, mais dans le sport, où là, le dopage est compréhensible. Enfin, on retarde le seuil de la douleur, etc. Là, ça devient complètement interdit. C'est vrai qu'on dopait même le condamné à mort, puisqu'on lui donnait un verre de gnôle. T'es pour le doper ou pour lui faire encore plus regretter la vie? On pourrait peut-être envisager la question des limites, hein, puisqu'on parle du dopage, du dépassement. La question des limites. Il y a des limites objectives tout de même, par exemple aux performances. Comment voyez-vous cette course, par exemple? C'est clair que pour moi, il y a des limites. Le problème, c'est que tant qu'on n'est pas allé y voir, on ne sait pas où elles sont. Voilà. Et que je pense qu'il y a beaucoup de limites qu'on incorpore dans sa psyché par manque de curiosité d'aller les chercher. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'alpinisme. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir vu des alpinistes polonais qui descendaient directement du Mont Blanc au bord de la route, aux Ouches, là, près des Ouches, au glacier des Bossons. Ils étaient complètement hallucinés, hagards, dans le potage, ça se voyait. Et je m'étais dit, vraiment, c'est pas pour moi. Donc, et parce que j'avais pas la curiosité de m'imaginer dans leur situation. Et donc, il y a les limites qui viennent de ce qu'on intériorise des impossibilités de faire telle ou telle chose, et puis il y a les limites telles qu'on les éprouve dans l'expérience même. Et là, on voit qu'elles ne sont pas fixées de façon nette. Il y a des jours où elles sont là, et puis il y a d'autres jours où elles sont plus rapprochées, d'autres jours où elles sont plus éloignées. Et en fait, vous parliez de jeu tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien dans l'ultra trail, c'est qu'on est constamment en train de jouer avec les limites.
on peut jamais se mettre dans le rouge, parce que si on se met dans le rouge, on fabrique de l'acide lactique, et bref, ça fait des courbatures, et on va pas très loin. Et donc, c'est un jeu avec l'idée qu'on se fait de sa limite. On doit être très loin de la limite, sinon on se crame. Et donc, il faut savoir où elle est sans y être. Et se mettre à, je sais pas, à 20% en dessous. Enfin, moi, je fais pas trop de mesures, mais je mesure quand même mon pouls. Et si je vois que je suis trop loin, à 140, je sais que c'est pas bon, que ça va limiter l'endurance, donc je ralentis. Mais donc, on joue avec la limite sans être trop près d'elle. Alors qu'il y a des sports, au contraire, il faut être au contact direct de la limite et même tenter de la dépasser. Auquel cas, c'est plus une limite, d'ailleurs. Si on dépasse une limite, c'est que ça n'en était pas une. Et il faut aller voir, quoi. Et je pense que c'est, selon les sports intenses ou d'endurance, le jeu est assez différent. Parce que régulièrement, on entend des responsables sportifs, par exemple, dire qu'il y a des limites qui seront atteintes en vitesse, en saut en hauteur. Et se posera évidemment le problème, c'est de la redéfinition du sport. S'il n'y a plus de performances et de records à conquérir, qu'en sera-t-il de ce sport tel qu'on le conçoit aujourd'hui, puisque c'est une sorte de course effrénée, mobilisant des innovations techniques vers la limite dépassée. Ouais. On sait bien que la limite, c'est pas zéro si on prend le 100 mètres, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une stagnation qui est liée au fait qu'on a optimisé les techniques de course, de préparation? J'exclus évidemment la possibilité du dopage. D'ailleurs, les deux problèmes sont différents. Quelle serait la durée minimale possible pour un être humain non dopé? Et quelle serait cette même limite pour un humain dopé? Est-ce que ça serait très différent ou pas? Ou est-ce que, je sais pas, Usain Bolt, par exemple, qui moi me fascine pour le coup, parce qu'il est tellement au-dessus que... il a été, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a quelque chose de divin dans ce surclassement qu'il impose à ses adversaires, que je trouve assez grec pour le coup. Et la recherche des records, la quête des records, elle se joue aujourd'hui en fractions de secondes, en nanosecondes. Que pensez-vous de ce fractionnement mathématique dans la mesure qui finit par aboutir à une sorte de temps désincarné? Qu'est-il encore d'humain dans ce temps? Moi, je trouve que, comme le disait Bergson, il n'a pas parlé de ça, mais il parle à un moment de la cendre des chiffres. Il y a tout ce qui est, je trouve, beau dans le sport, tout ce qui relève de la vitalité, même de l'élan vital le plus primitif. Dès lors qu'on le réduit à une performance qu'on mesure en un temps qui, comme vous le dites, est fractionné de façon de plus en plus petite, avec un atome de temps qui serait... paradoxe de Zénon. La nanoseconde, etc. Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que c'est pas un réductionnisme atroce? Parce que ce que je trouve, moi, beau dans le sport, c'est, outre certains spectacles sportifs, la narration de la vie et de la préparation, des obstacles, de la résurrection parfois, qu'a connu le sportif qui réalise cette performance. Voir que des gens, par exemple, qui ont eu des gros problèmes physiques, une blessure, se croient condamnés pour, je sais pas, les Jeux Olympiques, vont réaliser à ces Jeux Olympiques quelque chose qui les a surpris et qui dépasse toutes leurs espérances. Il y a toujours quelque chose qui est sublime et qui évidemment transcende complètement la simple mesure chronométrique de leur performance. Et donc, oui, il n'y a rien de plus triste qu'une table des records, je trouve. Et puis peut-être que paradoxalement, ce diktat, cette obsession de la mesure et des instruments de mesure conduit peut-être aussi à quelques démesures, enfin l'hubris des Grecs. Absolument. L'hubris, ou bien au contraire la démesure de la mesure, c'est-à-dire la démesure du contrôle. J'ai participé à une petite expédition il y a quelque temps qui s'appelait Objectif Mont Blanc. En fait, il s'agissait de construire une cordée de 3 scientifiques, un climatologue, un vulcanologue, géophysicien, et un physicien pour aller sur le Mont Blanc et puis raconter des choses de science autour du Mont Blanc, comment le massif s'est formé, le rayonnement cosmique, les effets du changement climatique sur les glaciers, etc. Évidemment, on était accompagné par un médecin qui nous avait bardé de capteurs, mesurant le taux d'oxygène,
le pouls, plein de trucs. Donc on était bardé de trucs. Et tous les soirs, en tout cas le premier soir, il y avait un débriefing des mesures, etc. Et le deuxième jour, personnellement, et je crois que les deux autres n'étaient pas loin de faire la même chose, moi j'ai tout arraché. J'ai voulu faire cette ascension sans capteur, sans rien savoir. Et je crois que le fait d'être dans le contrôle de la performance et dans la mesure des effets produits par l'effort, pour l'optimiser, il y a quand même une grosse partie du plaisir qui s'envole. Moi, je peux parler de plaisir parce que je suis amateur. Mais j'imagine que pour un sportif qui est professionnel, qui a donc besoin de gagner de temps en temps pour exister, ça doit être une contrainte très très difficile. Et puis, il ne faut pas confondre, ça c'est quelque chose que vous y insistez souvent, entre le temps et la vitesse. Vous avez une belle expression, vous dites que la vitesse, c'est la doublure métaphysique du temps. Ouais. Or, on a je dirais que le sport de haut niveau, la compétition, a tendance, mais ce n'est pas le seul lieu d'ailleurs, à confondre temps et vitesse. Oui, mais c'est vrai que la vitesse peut produire une sorte de preuve de l'existence. Il y a une densité existentielle qui provient de la vitesse. Enfin, quand vous descendez un col à vélo, les professionnels le font à 80 à l'heure. Hein. Moi, je le fais à moins. Je suis prudent. Mais c'est quand même une grande jouissance. Il y a une jouissance d'aller vite, quand même. Il y a même, paradoxalement, il peut y avoir aussi une tranquillité cinétique. C'est-à-dire, on peut se sentir tranquille du fait qu'on va vite. Et donc, on est débarrassé des soucis d'aller vite parce qu'on va vite. Les gens dans le TGV, par exemple, ils sont beaucoup plus apaisés que dans un bus ou dans le métro. Parce qu'ils savent qu'ils vont vite. Et donc, comme ils vont vite, ils peuvent prendre leur temps. Donc, en d'autres termes, quand on dit donner du temps au temps, la solution, c'est d'aller le plus vite possible. Voilà, comme ça, on est débarrassé du souci de l'urgence. C'est un paradoxe. Paradoxe. Mais je pense qu'il y a une jouissance de la vitesse, il y a une jouissance d'aller vite. Enfin, je pense que c'est incontestable, ça. Et ça, c'est quelque chose qui vous est très, très cher, ce goût de la vitesse, du vertige en montagne, de la vitesse à la bicyclette. Ouais. J'aime bien, je pense qu'il y a un sentiment d'exister qui se renforce quand on éprouve le fait d'être au bord de quelque chose. Au bord. Ça peut être au bord d'un précipice. Là, le vertige, donc. On peut aller au bord d'une limite de vitesse, par exemple, où on est vraiment très responsable de soi. Voilà, moi j'aime bien les activités dans lesquelles on est responsable de soi. On doit faire attention à ses gestes. Moi je suis très maladroit dans la vie quotidienne, c'est connu autour de moi, mais en montagne, il paraît que je suis précis, parce que c'est nécessaire. Mais à vous et aux autres, parce qu'il y a la cordée. Oui, la cordée. Mais la cordée, c'est quelque chose de très beau, non ? Oui. C'est-à-dire, si toutes les relations humaines dans la vie courante étaient des relations de cordée, on peut communiquer sans parler, la tension de la corde dit des choses, quand on se connaît bien, on est responsable de soi et de l'autre, enfin, c'est quelque chose d'assez beau, je trouve. Et je trouve que quand on voit des belles photos de montagne, on voit deux alpinistes sur une arête, par exemple, reliés par une corde, c'est toujours beaucoup plus beau qu'un alpiniste solitaire qu'on voit sur le même parcours. Qu'est-ce que vous pensez de cette devise, plus vite, plus haut, plus fort, qui porte en elle-même quelque chose comme un appel à la performance, au dépassement, peut-être même quelque chose d'un peu arrogant, quant à l'expression anthropocentrée. En tout cas, c'est une sorte de slogan qui a été moteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a en fait l'idée sous-jacente que l'humanité n'est pas encore devenue elle-même. C'est-à-dire, l'humanité est invitée à se comparer à ce qu'elle pourrait devenir. Donc c'est l'équivalent du progrès pour les sociétés. Une société, dès lors qu'elle se met à penser le progrès, se met en déséquilibre par rapport à elle-même, puisqu'elle est invitée à se comparer à ce qu'elle pourrait devenir. Et donc elle se met en crise. Parce qu'elle se compare à quelque chose qui est mieux qu'elle n'est,
Et donc, elle est mise en déséquilibre d'elle-même par le fait qu'elle se pense pouvoir devenir autre. Et là, c'est pareil. Donc c'est consolant, ça c'est votre idée de... Non, on est invité à devenir une humanité qui saute plus haut, qui court plus vite, etc. Mais dans cette opération, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui courent pas vite? Moi, je pense que là, il y a les prémices des problèmes qu'on se pose aujourd'hui à l'égard du transhumanisme. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment la technique, la technologie peut finalement s'hybrider au corps pour faire que le corps humain dépasse la condition humaine, enfin sorte de la condition humaine, vive beaucoup plus longtemps, se débarrasse des soucis liés à la matérialité du corps, dépasse les maladies, etc., même les prévienne. Bon, tout ça c'est très bien, c'est le projet, c'est presque le projet des Lumières, mais confiné seulement à une partie de l'humanité, parce qu'on ne dit pas ça pour tout le monde. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ces êtres dont les performances dans tous les domaines sont augmentées par rapport aux nôtres, vont dire de nous? Est-ce qu'ils vont dire nous sommes des post-humains, mais rien de ce qui est humain nous est étranger? Ou est-ce qu'ils vont dire nous sommes des post-humains et les homo sapiens sont des crétins? Donc rien de ce qui est post-humain ne nous est étranger. Voilà, donc ce serait la nouvelle devise. C'est ce slogan qui a été moteur. On voit que quand on le radicalise et qu'on le pousse au bout de lui-même, se met à poser des questions, c'est du genre, est-ce qu'on veut rester dans la condition humaine ou est-ce qu'on veut en sortir finalement? Et on voit que ça se décline dans le sport, comme vous l'avez rappelé, mais ça peut se décliner dans tous les autres secteurs de la vie. Par exemple, est-ce qu'on souhaite que la procréation, par exemple, chez les femmes s'arrête après la ménopause, ou est-ce qu'on veut que des femmes puissent procréer à 65 ans? Bon, oui ou non, etc. Dans tous les domaines, on est invité par la technique à rendre possible des choses qui étaient naturellement impossibles. Et est-ce qu'on accepte tout au nom d'une certaine idée de progrès qui serait indiscutable? Est-ce qu'on fait du cas par cas? Et si oui, avec quels critères? D'un côté, il y a l'augmentation des capacités humaines, l'augmentation, je sais pas, de la durée de possibilité pour une femme d'avoir des enfants, et l'idée de substitution aussi, de remplacer le corps défaillant par la machine. Et là, très clairement, dans la pensée post-humaniste, il parle, par exemple, pour le corps, il parle de la viande. Donc il y a quelque chose qui est très clairement pensé comme la fin de l'humain, entendu en un certain sens. Il y a des discours transhumanistes, Kurzweil et autres, qui laissent entendre que l'homme tel qu'il est, dans la condition humaine telle qu'elle est, il est déjà mort. Il est mort de fatigue. Il faut donc le remplacer. Il est même fatigué d'être lui-même. Et donc il faut le remplacer par un autre être qui sera dopé à la technologie et pour lequel tout ce qui est défaillant sera remplacé ou pallié par des robots, par des objets inertes qui seront placés dans le corps. Et ainsi, on peut espérer transformer le corps humain en une sorte de bateau de Thésée. Bateau de Thésée, c'est-à-dire on change les planches à mesure qu'elles pourrissent, mais c'est le même bateau, il garde son identité, mais il n'est pas fait des mêmes planches. Est-ce que le corps humain, c'est un bateau de Thésée? D'une certaine façon, oui, puisque toutes nos cellules, la plupart de nos cellules sont remplacées selon des cycles assez courts. Je ne les connais pas par cœur, mais ça peut être très court, le cycle de remplacement des cellules du sang ou d'autres organes peuvent être très courts. Et est-ce qu'on peut prolonger cette métaphore jusqu'au point où les fonctions vitales seront réalisées par des objets techniques plus efficaces que les objets naturels. Et puis ça pose des problèmes. C'est non seulement l'accroissement de la ça durée pose de vie, des problèmes, mais aussi la juvénilisation. Ça pose des problèmes et ça n'en pose pas, par exemple. Ça dépend des cas. Par exemple, les pacemakers, c'est déjà ça. Le pacemaker, il vient réaliser mécaniquement ou électriquement des fonctions que le cœur ne peut plus assurer seul. Ça n'a pas posé de problème éthique considérable. Mais il y a d'autres endroits où on sent que ça peut être un bouleversement plus important, plus grave, qui mérite davantage de réflexion. Oui, par exemple, le problème des générations. Qu'est-ce que voudra dire des générations, si on peut faire durer les corps? Qu'est-ce que c'est qu'une succession? Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Qu'est-ce que c'est qu'une transmission? Voilà. Et puis, il ne faut pas tomber dans le piège de Titon, c'est-à-dire, je ne sais plus cette histoire, c'est un mythe, Titon, dont une déesse est amoureuse et réclame pour lui l'immortalité.
Et du coup, le pauvre Titon, il devient adulte, et puis il vieillit, mais au lieu de mourir, il continue de vieillir, il devient une espèce de Locke. Donc, quand on veut une vie prolongée, il faut bien préciser qu'on veut une vie prolongée avec une jeunesse prolongée, et non pas avec une durée de la vieillesse qui deviendrait plus grande. Ces perspectives de développement de la science, c'est pas complètement irréaliste tout ça. Mais il y a une idéologie aussi qui se greffe là-dessus. Qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous? Parce qu'il y a ceux qui réagissent avec horreur. Non, moi, pas avec horreur, mais c'est plutôt une forme de... C'est pas de l'horreur, moi, je suis pas dans la condamnation féroce de tout ça. Bon, il y a des discours qui m'amusent au sens où ils relèvent tellement du hype, comme disaient les Américains, il y a de la promesse pour avoir des sous afin de financer la recherche. Ça me fait plutôt sourire, ça. Non, c'est plutôt un manque d'intérêt pour la possibilité qui nous est donnée de dépasser la condition humaine. Moi, je suis intéressé par la condition humaine. Voilà. Je suis pas sûr d'être capable de la définir. Je suis pas sûr d'être capable de dire où sont ses limites, ni en quoi vraiment elles consistent. Mais ça m'intéresse de pas trop en sortir. Un doublement de l'espérance de vie me passionne pas. Voilà. Ça veut pas dire que je le condamne. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Une question plus générale, une question presque d'examen dans de philosophie. De bac. Non, de bac, pratiquement. Non, elle concerne déjà la capacité à maîtriser le progrès, le progrès technique, le progrès scientifique. Est-ce que simplement, quand on parle du transhumanisme ou du post-humain, est-ce que c'est simplement les conséquences d'une sorte de logique scientifique laissée à elle-même et un peu affolée, je dirais même sans ouverture claire sur l'avenir, ou bien est-ce que nous sommes encore capables de maîtriser tout cela? C'est la loi de Gabor. Je pense qu'on a tous le sentiment qu'on n'est plus dans la maîtrise. D'ailleurs, le sens du dicton « on n'arrête pas le progrès » me semble avoir changé en une génération. Quand j'étais étudiant, il me semble me souvenir que le sens de la phrase « on n'arrête pas le progrès » était un jugement moral. Ça voulait dire « il ne serait pas bien de vouloir arrêter le progrès ». C'est une bonne chose, donc qui veut l'arrêter et commet ou prononce un jugement qui n'est pas moral. Et donc on n'arrête pas le progrès, c'est une sorte de salut enthousiaste qui était adressé au futur finalement. Bienvenue. Bon. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait le sondage d'ailleurs avec mes étudiants, on n'arrête pas le progrès, c'est plus du tout un jugement moral, c'est un jugement pratique. C'est-à-dire, il est devenu impossible de l'arrêter, c'est-à-dire qu'il est mu par des forces délocalisées qui se sont autonomisées par rapport à notre désir, de sorte que tout ça évolue sans que personne ne l'ait voulu. Ce qui crée l'ambivalence de notre sentiment à l'égard de l'innovation. À la fois, on la désire parce qu'elle nous sort de notre condition, et en même temps, elle nous fait peur puisqu'on ne sait pas quel monde elle réalise. On n'a plus capacité à l'insérer dans un projet de société ou dans une philosophie de l'histoire parce qu'on ne sait pas où on va. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le mot progrès a disparu. C'est que son usage suppose une philosophie d'histoire qui nous connecte à un futur qu'on est capable de nommer, de dessiner et même de désirer. C'est un mot à usage très récent, d'ailleurs. Ça date... L'innovation ? Non, la notion de progrès, c'est une notion qui date du XVIe siècle. Voilà, bah oui, c'est ça. Oui. 4 siècles, mais c'était comme un mot très structurant de la modernité, qui a été quand même presque une idéologie. Et le fait qu'on abandonne ce mot dit beaucoup de choses sur la façon dont nous pensons notre rapport à l'avenir. Moi, je dirais que entre l'expérience existentielle du sport... moi, j'ai pas l'impression de faire du sport, disons. J'ai l'impression de faire de l'activité physique. Bon. Mais... C'est pour ça que je parlais de performance personnelle. Ouais, voilà. Il y a une certaine poésie dans le fait de voir un coucher de soleil en étant soi-même habité par des hallucinations. Enfin, on est quand même dans des états mentaux qui peuvent être très, très bizarres alors qu'on n'a pris aucune drogue. En tout cas, moi, je prends aucune drogue. Mais je me retrouve dans des états mentaux qui sont pas habituels et qui peuvent être des états de conscience modifiés qui vous font avoir des raisonnements ou éprouver des sensations et des émotions très poétiques. Enfin, c'est assez imprévisible. Bon. On parlait du corps qui invente, etc. Le corps qui produit et qui fabrique des drogues. Il n'a pas besoin de la conscience. Hein. Mais vous voyez, la poésie, elle se dit toujours dans la singularité d'une langue. On travaille sa langue maternelle
de telle sorte qu'on arrive presque à sortir du langage et à atteindre une forme universelle. Bon. Les mathématiques, on pourrait dire, c'est l'opposé de ça. Mais en fait, ça se rejoint par le fait que les mathématiques, elles ne partent pas du travail du langage, au contraire, elles essaient de s'émanciper du langage, de sortir du langage pour prôner des formalismes qui, s'étant émancipés de la spécificité du langage, atteignent l'universel. Et je trouve qu'il y a un troisième universel qui vient de ce que ces épreuves physiques très particulières, donc la longue durée, sont évidemment des expériences très personnelles. Chacun vit son truc à sa façon. Mais quand on y discute après avec d'autres coureurs, il me semble qu'on raconte toujours la même histoire. Et moi, je me souviens d'une course que j'ai faite... parce que parfois, on se retrouve avec un autre coureur qu'on ne connaît pas, mais on est au même rythme, donc on va s'accompagner pendant 1 kilomètre. Bon, souvent, c'est un étranger, on ne parle pas forcément la langue. Moi, j'ai fait 80 kilomètres avec un Japonais qui ne parlait pas anglais, qui ne parlait pas français. On n'a pas échangé un mot, mais je pense qu'on se connaît bien.